Alors, j'ai eu l'occasion de répondre à une petite interview du magazine en ligne Interaction Digitale, en fait sur les défis et les spécificités du marketing digital aujourd'hui. Et c'est vrai que mon constat était simple, hein, en quelques années, vraiment, il y a eu une pléthore de nouveaux canaux. Il y a 10 ans, c'était référencement, c'était Google, etc. Et bon, il y avait quelques places de marché. À l'époque, je me souviens, c'était quel coût, etc. Mais maintenant, en fait, on a vraiment une pléthore de canaux, que ce soit du Twitter, du LinkedIn, du YouTube, etc. On arrive vraiment à des plateformes séparées. C'est ce qu'on appelle un petit peu les GAFA. On en a parlé souvent dans les médias. C'est Google, Facebook, Amazon et Apple. On voit Facebook utilisé par une personne sur 7. Google Gmail aurait 500 millions d'utilisateurs. Yahoo Mail 300 millions, Twitter 500 millions, LinkedIn 200 millions, Amazon 121 millions. Donc bon voilà, il y a véritablement des nouvelles plateformes qui existent et avec lesquelles en fait on va pouvoir tout simplement toucher les clients. Donc il n'y a pas qu'une seule en fait manière de gagner et de trouver des clients sur internet. Il y en a vraiment beaucoup. Et quand on parle en fait de GAFA, on pourrait très bien aussi parler de LinkedIn, hein, qui est aussi un univers à part. Si on parle de Google, on parle souvent de Google Search, mais il y a aussi Google avec YouTube qui est totalement à part. Les apps sur Android ou la mobilité qui est également à part. Donc en fait, on a véritablement des univers et il faut savoir où sont les clients et comment on va pouvoir les toucher, et c'est pas avec les mêmes moyens et les mêmes outils en fait. Il faut penser multiplateforme, parcours client, parce qu'un client peut très bien commencer par voir une vidéo et ensuite commander. Et souvent en fait, le but c'est ça, c'est que on essaie de faire passer des clients d'une plateforme à l'autre et on essaie de voir d'où ils viennent et là où c'est le plus important. En plus, en fait, on voit que il y a des plateformes qui sont de plus en plus complexes. Moi, je le dis clairement, hein, Facebook Ads, Google AdWords, ça devient des véritables outils professionnels. Et si on n'a pas l'habitude de les utiliser régulièrement, et ben tout simplement, on n'utilise pas la moitié de la puissance de ces outils-là. Donc, en fait, le défi du digital, c'est de savoir où investir son temps, son argent, calculer les ROI et la conversion. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de réussir. Sur Internet, il y en a plusieurs. Moi, je le vois bien au quotidien dans mon travail, hein. Je peux très bien réussir dans mon objectif de génération de leads. Là, j'ai mis 100 leads à générer en B2B. On peut le faire de différentes manières, hein. Soit on fait du SEO avec un blog, avec des pages optimisées. Par exemple, on fait aussi du ciblage d'adresse IP. C'est-à-dire qu'on utilise des solutions comme GetPlus et WebLead Tracker. Donc voilà, GetPlus, hein, qui existe en France, hein. Vous avez après d'autres concurrents qui existent dans le même style. Donc on identifie les adresses IP des personnes qui visitent le site web et on en déduit l'entreprise qui vient de visiter. Et généralement, il faut cibler ça et combiner cela avec tout simplement un outil qui permet tout simplement d'ajouter les gens sur les médias sociaux. Par exemple, je sais qu'il y a l'entreprise conseil marketing qui a visité mon site internet, qui est resté 10 minutes et qui a visité 3 pages, dont la page tarif. À ce moment-là, je vais sur LinkedIn et je cherche en fait ici conseil marketing, et là tac, tout simplement, et si on tape conseil marketing, hop, normalement on devrait me trouver dans les premiers. Voilà, conseil marketing, voilà, tiens, hop, voilà, on me trouve immédiatement ici. Donc c'est pour vous montrer que ces outils-là, en fait, ils marchent de manière combinée et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, tiens, je vais vous faire un petit aparté. Moi, ce que je fais généralement, quand j'ai une demande de livre blanc, en fait, je les reçois directement en alerte. Ce que je fais, c'est que j'identifie en fait la personne. On fait un petit scoring, hein, parce qu'on ne peut pas se permettre de relancer tous les clients par un commercial. Il faut vraiment faire un mini scoring. Donc, en fait, on a 4 scores. On a un score 1 où le client, il faut absolument le rappeler dans la journée. Le score 2, il faut rappeler plutôt dans les 48 heures. Le score 3, on lui envoie un email. Et 4 et 5, c'est des scores en fait où on va pas les traiter. On va éventuellement envoyer un email de temps en temps. Mais en tout cas, il y aura du marketing automation qui va être envoyé. Et ils sont dans une chaîne en fait où on va envoyer des messages. Tous les gens, de toute façon, tous les 1, 2, 3, 4, 5 reçoivent des messages. Et les 3, 4, 5, on va dire, n'ont pas un contact téléphonique, mais sont traités par surtout de l'email. Sachant, comme je le disais, que toute la population va être touchée par du marketing automation.
Donc voilà, ça c'est pour vous dire que ce qui se passe. Donc voilà, moi j'analyse ça. Ensuite, en complément, généralement, bah, je cherche le nom de la personne, que ce soit une adresse Gmail, une adresse professionnelle. Généralement, on arrive à en déduire assez facilement le nom. Par exemple, bah, encore une fois, si on tape Fred et conseil marketing, voilà, normalement on dira bah tiens, ça peut être que l'un de ces deux personnes-là. Et donc moi, ce que je fais généralement, c'est quand j'ai ces personnes-là sous la main, hop, et ben je les ajoute en fait ici sur hop, mon compte et j'ai un petit message type, tout simplement. Alors il est où? Tac, contact LinkedIn. Alors j'en ai plusieurs. Donc je vais vous envoyer celui-là, mais c'est hop, voilà. C'est peut-être pas le plus significatif pour vous, mais bon voilà, c'est un petit message qui dit suite à votre téléchargement de notre livre blanc sur le CRM, je me permets de vous inviter comme contact. Et hop, j'envoie ici un petit message, tac, et je dis à chaque fois qu'on est en contact. Boum, et voilà, donc en fait le message vient de partir et c'est vraiment efficace et ça permet quand je reçois un livre blanc, ne pas être juste un simple inconnu et comme ça les personnes avec qui je suis rentré en contact, et ben maintenant ils font partie de mon réseau et non seulement ils ont téléchargé le livre blanc et ils vont recevoir euh, les différents emails qui sont dans le tunnel de vente, hein, à peu près 9 emails. Non seulement en fait ils vont avoir un appel téléphonique s'ils sont considérés comme des prospects chauds, et en plus ben, ils vont faire partie de mon réseau et voir en fait régulièrement mes actualités. Voilà. Donc ça c'était pour vous donner une petite idée de ce que je fais. Pour revenir à notre sujet, donc pour recruter son prospect B2B, on peut très bien faire du SEO, avec, comme je le disais, avec un blog, etc. On peut très bien concentrer ses efforts sur du PPC, donc Google AdWords ou Facebook Ads. On peut faire de l'affiliation ou de l'apporteur d'affaires via des distributeurs, etc., etc. On peut également faire de la récupération d'adresses email via LinkedIn et Viadeo, hein. Il y a des outils qui existent. Par exemple, il y a des outils comme Datanana qui permettent ici de dire, bah, par exemple, je recherche des directeurs commerciaux, par exemple dans l'industrie. Voilà. Vous allez donc sur LinkedIn, vous avez les personnes qui apparaissent. Vous pouvez cibler pour la France, pour tous les pays. Et après, vous avez le petit plugin Datanana qui apparaît ici, qui se met sur la droite, enfin sur la gauche plutôt, de votre écran, et qui permet d'identifier ben, les personnes qui sont ici. Et donc, il va pouvoir, hop, ici, ben, vous récupérer les fameuses coordonnées de ces personnes-là. Donc voilà, ça pareil, avec le petit plus, en fait, on va récupérer ces coordonnées. Alors encore une fois, là, je m'adresse bien à du B2B. Cette pratique est bien sûr interdite en B2C. On ne va pas récupérer comme ça des emails non sollicités de la part de particuliers. Là, on s'adresse vraiment à des professionnels. Et à chaque fois, bien entendu, on va se connecter avec eux. On ne va pas les récupérer comme ça des adresses à la sauvage. On va se connecter sur LinkedIn avec eux. Et comme ça, on va pouvoir avoir déjà un début de relation. Comme je le disais également, après, on peut aussi faire de l'achat de leads. Pour avoir 100 prospects, on peut très bien se dire, ok, bah, je vais acheter des leads chauds avec des vendeurs de leads, et ce qui me permettra peut-être pas d'avoir 100 prospects B2B, mais d'en avoir peut-être 10, mais 10 qui sont très chauds, alors que les prospects livre blanc, par exemple, généralement, ils sont assez froids, et bah, généralement, il y en a à peine 5% des gens qui téléchargent un livre blanc qui sont dans la cible. Donc voilà, donc ça vous donne quelques exemples en fait de ce qu'on peut faire en termes de créativité pour trouver des prospects, sachant que généralement on va cumuler ces différentes méthodes. Alors, on m'a aussi posé quelles sont les évolutions de la relation client sous l'impact du digital. Là encore une fois, moi, je dirais vraiment que c'est la multiplication des canaux de communication. Les gens maintenant veulent être joignables en fait ou pouvoir appeler par email, par chat, par courrier, par boutique, etc. Sachant que de plus en plus les gens en fait veulent en fait faire des choses eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils veulent envoyer un message, avoir une réponse, ou ils veulent trouver des réponses avec une FAQ. Ça, ceci, c'est une évolution. Avant, les gens demandaient vraiment à être guidés au téléphone. Là, maintenant, ils veulent que ce soit plus vite, plus rapide. Et c'est vrai que le chat ouvert 24/24, les FAQ, etc., c'est vraiment intéressant. Et en plus, selon le média, ça va de plus en plus vite. Quelqu'un qui est sur Facebook ou sur Twitter et qui pose une question s'attend à avoir une réponse, on va dire, dans la journée, tandis que parfois, avec un email, on se dit bah, ça répondra le lendemain, et un courrier papier, on se donne 3-4 jours. Voilà. En même temps, en fait, bah, le fait d'avoir des médias sociaux fait que c'est devenu de plus en plus dur de vendre un mauvais produit. Et même avec un bon produit aussi, c'est devenu compliqué parce qu'il y a vraiment une
grosse concurrence, à la fois en termes national mais international aussi, et de plus en plus de restrictions de budget. Et on voit bien, aucun secteur n'est à l'abri, hein. Avec l'ubérisation des différents secteurs, les startups viennent révolutionner des business qui étaient pourtant pérennes depuis des années, tout simplement parce que ces marques-là, souvent, sont un petit peu endormies sur leur laurier, et en fait, le client n'est pas forcément satisfait. Il commande chez ces clients-là ou il continue de payer ce service parce qu'il n'a pas le choix et qu'il n'y a pas d'autre solution alternative. Et tout simplement, toutes les marques qui font une étude sur leurs clients et tout simplement, il n'y a pas pourquoi vous restez chez nous parce qu'il n'y a pas autre chose. S'il n'y a pas un sentiment plus que ça, il y a un risque. Si les gens ne sont pas fans, si les gens disent ouais c'est vraiment super la qualité de service, etc. En fait on est en danger. Je donnerai un exemple que tout le monde voit au quotidien. Tout le monde est client dans une banque. Pourtant, votre niveau de satisfaction de votre banque, il est sans doute moyen, comme la plupart des gens disent bon, ok, voilà, j'ai une banque, mais bon, je suis pas hyper satisfait, mais bon, je suis pas non plus insatisfait, mais bon, voilà, j'ai pas le choix. Et puis de toute façon, il n'y a rien de particulier, tous les banques sont un petit peu pareils. Et ben là, le jour où quelqu'un va révolutionner le marché en disant voilà, moi je suis une banque qui est complètement différente des autres et qui est par exemple que sur mobile, ou c'est une banque qui ouvre 24/24 et qui offre tel service, tel service en plus, va révolutionner le marché. Et c'est ce qui va arriver dans les mois et années à venir, hein. C'est tout simplement les nouvelles startups qui vont révolutionner ces marchés un petit peu protégés. Ça sera encore plus important dans le domaine bancaire, tout simplement parce qu'il y a de grosses marges dans la banque, hein, il ne faut pas se le cacher. Il y a comme beaucoup de profits et donc forcément des gens qui vont être disruptifs vont complètement casser le business model comme l'a fait par exemple Free au niveau de la téléphonie. Voilà. Alors, au niveau des marques, donc bien sûr, elles doivent être capables aussi de répondre aux demandes de leurs clients, sachant que les gens demandent de plus de réactivité, plus de canaux, et il faut donc savoir gérer du multicanal, du multisupport, tout en gardant en fait la centralisation de la relation. Parce que ça, c'est vraiment le gros défi, parce qu'on peut très bien avoir des gens qui posent des questions sur Twitter, sur Facebook, mais il faut savoir qui sont ces gens-là, est-ce qu'on peut les relier à des profils dans l'entreprise, et après suivre ce qu'on fait. Est-ce que le client a raison? Est-ce qu'il a un problème technique? Est-ce que sa commande est en cours ou pas? Etc. etc. Voilà. Là vraiment aussi c'est vrai que je l'ai noté, c'est que maintenant le CRM donne vraiment une vision à 360 du client. C'est-à-dire que avant on avait vraiment une vision assez parcellaire, on avait le téléphone, on avait le courrier, etc. Là on peut véritablement gérer l'ensemble du cycle de vie du client et on peut l'accompagner et l'écouter. En même temps en fait c'est vrai qu'au niveau de la gestion de la relation client, en même temps on nous demande de l'automatisation. Tout simplement parce que il y a des logiciels, il y a des smartphones, on a une digitalisation des échanges, il y a de moins en moins de choses qui se font en papier, de plus en plus de choses qui se font au format numérique, SMS, messages, email, etc., qui permettent tout simplement d'automatiser un certain nombre d'actions. Des messages automatiques, le marketing automation dont on a parlé juste auparavant, hein, d'analyse sémantique, les chatbots, etc., etc. Tout ça, en fait, ça permet de gagner en efficacité, mais pourtant, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'automatisation. Il y a beaucoup de services clients qui font un petit peu un retour en arrière là-dessus. Avant, il y avait beaucoup de chatbots, de messages automatiques, de copier-coller, etc. Puis les gens ne savent plus trop s'ils parlent en fait à une machine ou s'ils parlent à un vrai conseiller. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire sur Conseil Marketing. Si vous allez en fait sur le site, hein, vous pourrez voir que il y a un petit chat en fait en bas à droite du blog, tout simplement parce que j'ai mis ma photo et j'essaye d'humaniser un petit peu mon discours parce qu'il y a trop de marques maintenant qui sont un petit peu la World Company, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si on peut négocier, de toute façon on n'a pas le choix, etc. Tandis que si on arrive un petit peu à humaniser la marque, c'est toujours mieux parce que en fait c'est toujours des humains qui vendent aux humains, c'est quand même mieux de pouvoir discuter à des personnes, donc il faut personnaliser les messages, il faut humaniser ces messages en mettant les photos des gens, mettant des photos de ces équipes sur le site internet, etc. Me donner de l'émotion en disant voilà, on n'est pas juste une World Company avec un discours très carré, précis, net, mais on est vraiment des gens, des personnes, on a des idées, on a des émotions, etc. Et tout ça doit se laisser transparaître. Et bien sûr, il faut toujours laisser
aux collaborateurs du service client, aux commerciaux, une marge de négociation. Il n'y a rien de pire d'avoir un commercial qui vous dit bah, désolé, je ne peux rien faire, moi, je peux vous offrir les frais de port et c'est tout. Ou un technicien SAV qui vous dit bah non, moi je peux rien faire, c'est comme ça. Et le client s'énerve et dit bah, de toute façon, si c'est comme ça, bah, je pars. Et le client dit bah oui, partez. Et ça, en fait, c'est parce qu'on laisse pas assez de marge aux personnes pour faire des gestes commerciaux. Et bah, souvent, en fait, ces entreprises-là ne se rendent pas compte qu'un client perdu bah, qui quitte l'entreprise a un coût énorme et c'est beaucoup plus compliqué d'aller recruter un nouveau client alors qu'on est même prêt à mettre plus d'argent dans un nouveau client qu'à garder un client existant. Alors qu'un client existant, forcément, c'est plus de marge. Après, une autre question qui était, est-ce que la vidéo va remplacer la voix? En fait, pour moi, ce qui va vraiment changer, c'est que l'écriture va diminuer. Là, ici, par exemple, j'ai répondu à une interview au format texte. C'est vrai que c'est plus rapide à lire, mais de plus en plus, en fait, on va aller dans du contenu fast-food où les gens voudront avoir quelque chose qui va être facile à digérer, rapide, et tout simplement, il faut déjà que les articles soient plus courts, plus synthétiques, ou alors qu'il y ait une meilleure mise en forme, qu'il y ait beaucoup d'images ou des choses comme ça. Donc la vidéo va prendre certes plus d'importance, mais il faut faire attention, il faut que ça s'y prête. Souvent en fait en vidéo, on voudra des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus synthétiques. On dit toujours qu'une vidéo YouTube, ça doit faire à peu près 2 minutes 30 parce qu'après le client, bah, il n'a pas que ça à faire, ou l'internaute chez lui, il n'a pas que ça à faire, et il ne va pas rester vous regarder votre vidéo de 45 minutes, sauf si ça a une valeur extrême, si c'est un web séminaire où on apprend plein de choses, mais s'il y a trop de blabla, le client il va zapper et il va partir. Donc c'est important soit d'avoir un timing important, soit de concentrer un petit peu les conseils. Il faut éviter les vidéos où il y a trop de blabla parce que dès que c'est trop blabla pendant un certain temps, une personne va quitter la vidéo. Comme ce podcast là, si vous trouvez qu'il y a trop de blabla, vous allez partir. Donc c'est pour ça en fait que un format peut être plus long. Par exemple, un podcast est acceptable en étant plus long parce que tout simplement on est dans sa voiture, on peut aller dans les transports, dans le bus, dans le métro, etc. Et donc on est moins contraint par le temps et puis on peut avancer un petit peu s'il faut. Donc voilà. Et puis de toute façon la vidéo va certes marcher plus, mais ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Enfin le texte va disparaître tout simplement parce que c'est complémentaire. Moi à chaque fois je vois les gens qui font des podcasts, qui font des vidéos et qui mettent aucune transcription de leur podcast, ça m'énerve parce qu'en fait, moi, ce que je veux, tout simplement, c'est aller à l'essentiel. Et parfois, je me dis, bah, je préférerais largement voir l'écriture parce que ça va plus vite, je vois les idées clés, que tout simplement bah, me taper 3-4 minutes de vidéo ou une demi-heure de vidéo. Voilà. Alors, une tendance aussi qu'on voit aux États-Unis, c'est le podcast qui s'équipe sur les smartphones, dans les transports, etc. C'est un média qui était vraiment à la mode dans les années 2000-2005 et qui revient maintenant avec l'équipement des smartphones et les transports qui sont de plus en plus longs. Après également, moi, je le vois, les infographies, les messages sont dans l'air du temps, car c'est plus simple. Encore une fois, on est dans le contenu snack. Et de toute façon, sur les médias sociaux tels que Twitter, Facebook, etc., il faut systématiquement mettre des images et des illustrations. C'est ce qui marche le mieux. Le texte brut, ça marche vraiment moins bien. Les vidéos marchent encore mieux, surtout parce qu'elles sont fun, courtes et rapides. Donc, encore une fois, on ne fait pas de la vidéo explicative, on veut pas de la vidéo fun, la vidéo partage, la vidéo virale de la même manière. Il faut savoir en fait vraiment gérer ces formats. Et si vous regardez les youtubeurs, hein, vous pouvez regarder les Norman et tous ces trucs-là. Hop, Norman fait des vidéos. Si vous regardez en fait le format qu'ils ont, les formats sont très très courts. C'est vraiment des formats, ici 4 minutes, qui est pas mal, mais en fait c'est très très coupé. Si vous regardez en fait alors là c'est un clip vidéo, mais les formats sont très très coupés, ça va très très vite. On essaye de pas lasser l'œil, ça change régulièrement de plan de caméra. Regardez ici là, si on voit la dernière vidéo Friendzone, ça arrête pas de bouger, ça change régulièrement, et donc en fait on a véritablement une vidéo et des vidéos qui sont faites pour ne surtout pas lasser les gens.
Alors je vais en mettre un autre là, Norman les papas. Donc il essaye de surprendre un petit peu les gens. Vous voyez, le montage est très très coupé. Si vous regardez une vidéo de youtubeur un peu classique, il parle deux trois fois, puis c'est coupé, et puis il y a un faux, il y a un machin, il parle, blablabla, bla, 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 et c'est coupé derrière, on change, une autre séquence, un bidule. Donc il y a véritablement un vrai travail de montage, ça se fait pas comme ça. Il y a vraiment des méthodes en fait pour produire de la vidéo un petit peu interactive comme ça. Voilà. Alors, autrement, une dernière question, c'était quel logiciel pour gérer les réseaux sociaux et la relation client? Bah, tout simplement, avec les outils. Si vous avez une petite entreprise et que vous n'avez pas des milliers de clients, vous pouvez très bien utiliser les outils standards, Facebook, le gestionnaire de page, Twitter avec TweetDeck, les blogs WordPress et Google Analytics, et l'emailing avec Mailchimp ou Aweber. Ça suffit largement pour gérer une petite activité. Par contre, dès que on arrive un petit peu à quelque chose un peu plus pro, vous voyez ici, moi j'ai mis en place les 150 outils incontournables pour une PME ou un freelance. Et là, j'ai listé vraiment le best-of avec toutes les solutions que moi j'utilise, que mes clients utilisent, que mes partenaires, collègues, ça utilisent. Donc j'ai vraiment fait une compilation de ce qu'il y a de plus utile et qui fait gagner le plus de temps. Donc c'est les 150 outils marketing incontournables. Vous pouvez le retrouver sur conseilmarketing.fr sur la barre de navigation et dans Top Article sur la droite. Voilà. Donc c'était un petit résumé, une petite synthèse de l'interview que j'ai eue chez le magazine en ligne Interaction Digitale. Allez, à plus!